Je commence par l'interview de Tucker Carlson. Carlson a fait une sortie qui était courageuse. Il a dit qu'il était en contact avec des gens haut placés à la CIA qui lui avaient bien confirmé l'implication de la CIA dans l'assassinat de JFK. Et il a même été jusqu'à aborder la piste de James Jesus Angleton. Spoke to someone who'd seen the documents, okay, 2 years ago, and I got one fact out of him, which is yes, the CIA was involved. And by CIA is a huge organization, but James Jesus Angleton, the head of the operations directorate, had knowledge of this, which I think is well known. But that's the view of someone who saw the documents. So I thought that was news. So I went on TV and said that. The next day, I'll never forget it, I went quail hunting, and I was driving back, and I got a phone call from Mike Pompeo's lawyer. Mike Pompeo was the Secretary of State, but before then, he was the director of the CIA. And in that position, he plotted the murder of Julian Assange. So he is a criminal as far as I'm concerned. But his lawyer called me and said, you should know that anyone who tells you the contents of classified documents has committed a crime. He's threatening me. It was in my car. With my dog sitting next to me, I'll never forget this. And I said, are you really saying that to reveal that the U.S. government had a role in the murder of a democratically elected president, to say that out loud, that's the crime? What about the actual crime, which is murdering a president? Like, you're covering up for that, Mike Pompeo. What did he say to that? He had no response at all. And so Mike Pompeo is the one who pressed Trump to keep those documents secret. And so it's like, what's crazy to me is not just that Pompeo did that. I think Pompeo is a really sinister person and a criminal. I think that because the facts suggest that. He was caught. Yahoo News, Mike Isikoff wrote a long piece on this several years ago. His employees went to Mike Isikoff and said, hey, Mike Pompeo is plotting to murder Julian Assange, who's never even been charged with a crime in the United States, as CIA director. That's illegal. You're not allowed. Federal employees are not allowed to just kill people they don't like, okay? Just to set the baseline here. So that's who Mike Pompeo is. But he somehow intimidated Trump into not releasing this. Well, okay, that's all bad, right? I think it's criminal behavior. What's crazy is how Mike Pompeo is treated. He's treated as like a Republican poobah in good standing. He fully expects to become the Secretary of Defense in a Trump administration, which is like completely insane. Why would you take a criminal and give him nuclear weapons? Okay, that's my view. I think it's a common sense view. And like, he goes to fundraisers and dinners and everyone's like, hey, Mike Pompeo. It's like, no, you're the guy who kept information the public has a right to know secret. You're the guy who plotted the murder of someone who committed no crime. You are the outlaw. You are the bad guy. But no, he's treated as like, like a pillar of Republican Washington. I think it's mind-bending to watch that. James Jesus Angleton, c'est un type qui fait effectivement partie de la CIA à l'époque, qui est très relié à Israël, et c'est la thèse de Laurent Guyeno. Alors évidemment, moi je ne réfute absolument pas cette thèse. Ce n'est pas une thèse sur laquelle je me suis particulièrement penché, bien que dans mon travail, j'ai observé cette piste. Simplement, dans l'assassinat de Kennedy, il y a plusieurs filières qui agissent en parallèle et en coopération. Et effectivement, la piste James Jesus Angleton est une piste qui revient et qui est sérieuse. Donc, c'est confirmé par Tucker Carlson. Maintenant, ce n'est pas la seule. Et effectivement, si il reste encore des dossiers classés secret défense qui n'ont pas été révélés, même si ces dossiers secret défense étaient révélés, Trump a essayé, mais il n'a pas été jusqu'au bout, et on lui a rétorqué à l'époque que ça remettait en cause la sécurité de l'État américain. Donc c'est un aveu de culpabilité, si vous voulez. C'est-à-dire que la prolongation de l'État profond américain repose sur le maintien du mensonge à propos de qui est derrière l'assassinat de Kennedy. Et c'est pour ça que je fais l'articulation entre Allen Dulles, qui finance les ultranationalistes ukrainiens après la Seconde Guerre mondiale au nom de la CIA,
Kennedy qui est assassiné parce qu'il veut arrêter la guerre froide, et Allen Dulles qui est mis dans la commission Warren pour couvrir le mensonge. Can you say how much of it would be? Well, I think everything should be made available to the press. Yes, I'd like to join in that too, because there's been some speculation that just part of it was. We can assure you that every bit of the testimony will be made available to the press, the public. Et aujourd'hui, le fait que ce mensonge perdure arrive jusqu'à Biden et le financement des néo-nazis ukrainiens contre la Russie. Il faut tout articuler, si vous voulez. Donc, quand Trump a essayé, parce que Trump, malgré des ambiguïtés, essaye aussi, comme Kennedy, de se désimbriquer de l'influence de l'Angleterre sur les États-Unis. Donc, derrière l'Angleterre, effectivement, vous avez la famille Rothschild et le projet du Grand Israël. Donc, Trump, c'est pas qu'il n'est pas lié au sionisme et à Israël, hein, c'est qu'il n'est pas, si vous voulez, il n'est pas complètement aligné sur l'influence de l'Angleterre telle qu'elle, si vous voulez. Donc, il a essayé de déclassifier les documents, mais pour la portion qui bloque, on lui a rétorqué que ça remettait en question la sécurité et la prolongation de l'État américain lui-même. Donc, c'est un aveu de culpabilité. Et le truc, c'est que personne n'a pensé à pousser. Donc, Tucker Carlson a été courageux. Il a dit oui, il y a bien la CIA. On me l'a dit. Quelqu'un haut placé à la CIA avec qui j'ai des contacts me l'a avoué. Mais du coup, vous comprenez que ça dérange toujours, cette histoire d'assassinat de Kennedy, puisque on voit que Tucker Carlson rétropédale en interviewant Félix Rodriguez. Et Félix Rodriguez, ce n'est pas un inconnu. C'est le type qui a capturé Che Guevara après l'assassinat de Kennedy à la fin des années 60. Mais à l'époque de la baie des Cochons, il était dans les équipes anticastristes dédiées au renversement du régime de Fidel Castro. Pour la petite histoire, Félix Rodriguez, c'est un type avec vraiment une traînée de cadavres tout le long de sa carrière. C'est un meurtrier, un assassin. Il a de multiples séances de torture derrière lui tout au long de sa carrière. Bon, à l'époque de la baie des Cochons, il a 19-20 ans. Donc, pour la petite histoire, il fait partie de l'équipe de l'unité Alpha 66 dédiée à l'assassinat de Castro et qui est sous l'autorité de Nixon. Voilà. Donc, il sait pertinemment, ce type-là, que les équipes anticastristes que Kennedy a lourdé à la baie des Cochons ont été réaffiliés à son assassinat. Et dans l'interview de Tucker Carlson, quand Carlson lui demande l'implication des anticastristes dans l'assassinat de Kennedy, il couvre ses collègues, effectivement, en prétendant que c'est Castro qui est derrière l'assassinat de Kennedy. Donc, you worked for President Kennedy. Yes. And he was, of course, killed in November of 1963, and countless books have been written blaming Cuban exiles, people who participated in the Bay of Pigs, for being involved in some way with the CIA in that assassination. What's your assessment of that claim? Well, I'll tell you, most of the brigade member believes President Kennedy was a traitor. He was the one who definitely had the responsibility, and he was responsible for our failure. Looking from another point, I believe that he was a young president, ill-advised, and we paid the price. And I believe that actually he was killed because he tried to amend that. After he was able to pull the brigade out of prison, he opened the Armed Forces of the United States for the brigade members. I became a second lieutenant in the U.S. Army in 1963. And then he promised us a special operation, which was started in Central America in 3 different bases, and not many people know about it. But then he was assassinated. And a lot of people believe that it was only one shooter. I believe there were 2 shooters. We have information that there was a Cuban, which is now a retired general, Fabian Escalante, who was a captain at the time, who was in Dallas. And he was the second shooter in the assassination of the president. Well, okay, I'm sorry, will you say that one more time? What's his name? Fabian Escalante. Fabian Escalante. And he was in Dallas that day, and then he left. It was something that, and Castro said that he knew that Cuba, the United States was trying to kill him, but be very careful because the Cuban also had a very long hand. So it was a matter either Kennedy or Castro. I think that's how he got killed. So you believe that Kennedy was assassinated by
Cuban forces, Castro. To a great extent, yes. Remember that Oswald was in the Cuban embassy for several hours before he went to Dallas that day. And we also have the fact that, with no question about it, that Fabian Escalante was there. And then Cuba denied at the beginning that he was ever in the Cuban embassy. Later on, when they learned that we, as CIA, we had pictures and movie of him getting into our embassy, then they said that they went to a very distinct check, and they found out that indeed, yes, Oswald was in the Cuban embassy, and they claimed that he came in there to get a Cuban visa, and he was denied. But I do believe that it was a participation of Cuba in the assassination of the president. And later on, one assistant of President Johnson said that they knew about it, but for security consideration, they denied to the public the participation of Cuba in the assassination of the president. Because remember, at that time, there were already 4 offensive missiles inside Cuba. When the October crisis took place, they already had been able to bring into Cuba 4 offensive nuclear missiles. That's why when Khrushchev thought, and he knew that the U.S. knew that they had 4 offensive missiles inside the island, he could bring 20 of them. That's when the October crisis took place. But there were still 4 missiles inside Cuba that were offensive. So at the time, everybody said, well, they cannot attack Cuba because the Kennedy-Khrushchev treaty, it was never implemented. Because the important part of that treaty was that there would be a personal ocular inspection by American personnel in Cuba to make sure that they had taken out those 4 missiles. And Cuba never allowed them to be able to come in to check for that. So that compromise was never, the Kennedy-Khrushchev was never implemented at all. Do you believe the CIA had any role in Kennedy's assassination? No, I don't think so. I don't believe so. I know there's a lot of allegations to that effect, but I don't think so. I don't believe so at all. I am convinced. Did you ever come across Howard Hunt during your... Yes, I met him after he came out of prison. Actually, he was coming for Christmas out of prison. And I have met his daughter with our team at home, Kevin. And we run to each other into Sears. So I invited him to come to my home. You ran into him in Sears? Yeah, in Miami. And I invited him to come to my home. While I am sitting there, I get a call from the chief of station from Miami and say, Felix, by the way, Howard Hunt will be in town. Make sure that you don't meet him. And the guy was sitting right in front of me. I already had given him my card to use for the 3 days he was in Miami. So later on, I called my boss and said, you should have called me sooner. I said, what? He said, well, I had Howard Hunt in front of my house. No, I said, yes. You didn't tell me. And I drove him into Sierra. I brought him to my home. It's the first time I ever met him. Amazing. Why did the CIA not want you to see Howard Hunt? Because they don't want to see, they believe there is a connection between the CIA and them. Even though Howard Hunt was working for the CIA, but he was head of the task force for the White House with Nixon. Yes. So there was a connection there. Yes, there was. Interesting. How did you get involved in the Iran-Contra story? Well, c'est un mensonge évident, et c'est pas par hasard si Tucker Carlson a été obligé ou s'est senti obligé d'interviewer ce menteur, c'est qu'il a fait preuve d'un peu de courage et d'un peu de zèle, et que finalement peut-être qu'on lui a fait comprendre qu'il fallait pas aller trop loin, qu'il fallait pas remettre en cause, si vous voulez, la trame actuelle qui se poursuit au travers du conflit en Ukraine. Hein, voilà. Donc, voilà pourquoi Tucker Carlson a interviewé Félix Rodriguez. Alors, Félix Rodriguez, il a un lourd passé. Hein, il ne s'est pas contenté d'être derrière le meurtre de Che Guevara. Hein. Il a effectivement toute cette carrière au sein de la CIA. Il a officié au Vietnam. Et pas que dans les choses les plus reluisantes, hein, puisqu'il fait partie du programme Phoenix, c'est-à-dire de torture sur les prisonniers vietnamiens. Hein. Et d'expérimentation avec des scientifiques juifs sur des cobayes humains. Hein. Aujourd'hui, quand on arrive au transhumanisme et à l'homme couplé à la machine, ça vient aussi de ces programmes-là de l'époque de la guerre du Vietnam. Et en parallèle de ça, effectivement, il y avait, comme à chaque coup avec les anglo-saxons, que ce soit l'Angleterre ou les États-Unis, l'armée, en parallèle de ça, organisait avec les services secrets des trafics de drogue. Hein, voilà. Alors l'opium à l'époque de l'Angleterre avec la Chine, mais la cocaïne au Vietnam, entre autres.
Et si vous voulez même en savoir un peu plus sur ce personnage de Félix Rodriguez, de toute façon, les personnages comme ça, qui sont des meurtriers, on le voit dans leur physique et dans leur regard. C'est une expression que j'utilise, mais il pue la mort quand même. Il faut être clair avec ce genre de personnage. Si vous voulez en savoir plus, ben vous regardez l'interview du type de la DEA, là, qui travaillait à démanteler les cartels de drogue, et qui explique que effectivement, on retrouve ce Félix Rodriguez dans l'assassinat d'un des types que lui jugeait intègre, hein, dans ces histoires croisées de flics infiltrés dans les cartels de la drogue. The people that wanted him interrogated basically were Americans, and there was going to be at least one American that was going to be interrogating Kiki. The plan was not to kill him. The plan was to kidnap him, bring him to a place, interrogate him, waterboard him, not physically, kick him, beat him, which they did. He was supposed to be waterboarded by a waterboarding expert. Their own guy, a CIA operative, was supposed to do the interrogating of Camarena and the waterboarding. And I later identified who this CIA operative was. So you later identify who the CIA operative was. This the person you're talking to, or the person that was supposed to waterboard him? No, the person that was supposed to waterboard him. Another major CIA operative, a well-known CIA operative, the CIA operative that kidnapped or basically tracked down Che Guevara in South America and Bolivia and killed him and cut his hands off. The same CIA operative that was involved in putting a bomb on a plane that was leaving Venezuela with the Cuban fencing team, blew up in the air. The same Cuban that had been assigned to run operations in Vietnam, operations interrogating Viet Cong. He was a major supervisor in Operation Phoenix in Vietnam, a very well-known CIA operative, and a very personal friend of ex-President George W. Bush. Is this a name you've revealed in the book, or no? Is his name revealed in the book? Yes, it is. What's his name? Ismael Felix Rodriguez. Ismael. AKA, yes, Ismael Felix Rodriguez, AKA Max Gomez. It took me a long time to identify this guy by true name because the witnesses knew him only as Max Gomez. Did you ever get a chance to meet him face to face? No, but I would love to. You would love to meet him? Yes. Let's just say you did. What would you do to him? Well, if I would have met him when I was with DEA, I would have put him in handcuffs. And if I was to meet him now, I'd probably give him one beating for Kiki Camarena. Did you have a relationship with Kiki? Yes, I did. How was he as an individual? I mean, I've interviewed others that knew him personally as well from that era, but how was your experience with Kiki? Well, he wasn't a personal friend of mine, but he had a bad reputation too. I mean, a reputation of being a badass like I did. He was a no sense guy. He was a very serious guy. He had a very strong, penetrating look about him. He was a pretty tough character and a great agent. Voilà, il y a toujours un chassé-croisé de toute façon dans l'assassinat de Kennedy avec l'histoire de Cuba, le blanchiment d'argent dans les casinos, les bordels que les Américains tenaient avec la mafia à Cuba avant que Fidel Castro ne les vire et en face de ces bordels des hôpitaux. On sait que la CIA, la mafia travaillent ensemble dans le blanchiment de l'argent et le trafic de drogue, et qu'il y a une grande ambiguïté dans ces mouvements et dans ces opérations, si vous voulez. Donc voilà, regardez l'interview du Mexique. Enfin, je ne sais pas s'il est... on voit qu'il est d'origine mexicaine, mais il travaillait pour la DEA, il doit être américain, d'origine mexicaine, le gars. Et il explique qu'effectivement, s'il pouvait mettre la main sur Félix Rodriguez, il passera un sale quart d'heure, parce qu'il a assassiné un type qui, visiblement, pour ce type de la DEA, un type qui était un bon flic. Bon. Après, regardez l'interview, vous pouvez le mettre en traduction automatique.
C'est pas parfait, mais ça permet de comprendre la trame. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui. Ce que j'ai toujours trouvé bizarre, c'est que vous avez un film à Hollywood qui aborde certainement le personnage de Félix Rodriguez, ou les gens comme Félix Rodriguez, mais c'est tellement caricatural quelque part que ça me fait penser que ça pourrait être bien Félix Rodriguez qui est dénoncé dans Nico, Above the Law, avec Steven Seagal en 88. Les interrogatoires au pain total, tu en as déjà vu avant? Est-ce que ces connards sont de la CIA? Oui, on est tous payés par la CIA, mais ces gens-là ne sont sûrement pas listés dans l'annuaire officiel de l'agence. Arrête de pleurer, parle. Tu vas parler, salaud. Mais tu m'entends? Tu m'écoutes, connard? Ouais, Marlène. Hein? T'avises pas de crever, sale con. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est cette pucelle qui a du mal à tenir sa dose. Doc, il est mort. Alors sortez-le-moi de là. Venez nous aider. Ça vient? Allez, sortez-le de là. Ne me dis pas que tu ne crains pas la trousse du docteur. J'ai rien à craindre. Oh, tu parles notre langue. Très bien. Où est la dope, colonel? Thuốc để tra tấn để đâu rồi? Je t'apprendrai qu'on ne doit jamais déconner avec mon opium. Eh merde. Encore un dur à cuire, Doc. Tu n'as rien dit aux Français, tu n'as rien dit aux Shintok, et tu t'imagines que tu ne vas rien dire non plus aux Yankees. Non seulement tu vas parler, mais tu vas même chanter, mon pote. Qu'est-ce que ce guignol a à voir avec les services secrets? D'où sort cet enfoiré? Qu'est-ce qui nous envoie ça? Toscani, tu as reçu l'ordre de regarder et de fermer ta gueule. Ne te mêle surtout pas de ça. Pour commencer, je vais te couper les 2 chevilles. Je vais t'arracher les pieds et je vais jeter tout ça dans ce panier. Sympa, non? Fogg, ce gars-là est La ferme, Nico. Écoute, si tu tiens à mourir, je suis à ta disposition. Attrape sa jambe. Arrêtez vos conneries, merde! Nico! Nico, arrête ça, Nico! Vous prenez pour des soldats, mais vous n'êtes que des barbares! Dégage! Tire-toi! Nico! Laisse, mec! Dégage! Arrêtez-les! Tire-toi! Écoute-moi. Si je le tue pas maintenant, c'est lui qui me tue. Non, toi, écoute, espèce de connard. Je t'appelle un hélico et je te couvre, ok? Mais tire-toi d'ici, bon Dieu! Allez, dégage! Ramène-le tout de suite! Le personnage de Zagon, ça pourrait être Félix Rodriguez, honnêtement, et c'est pas une fiction. Hein. Il a le profil et le comportement qui correspond à ce genre de personnage. Alors, ce que j'ai toujours trouvé surprenant, c'est qu'Hollywood sorte un film où on balance comme ça au spectateur que la CIA, pendant la guerre du Vietnam, se livrait à des trafics de drogue et à des opérations de torture en parallèle, si vous voulez. J'ai toujours trouvé le personnage de Steven Seagal un peu particulier dans Hollywood. Maintenant, il ne faut pas être dupe. Au début, je croyais que la mafia italienne, elle utilisait un type d'origine juive, puisque Seagal est un juif par son père. Il a des origines irlandaises aussi. Je pensais que la mafia italienne, puisque le producteur à un moment donné, dans les années 90 jusqu'en 2000, le producteur associé de Steven Seagal, c'est Nassau,
qui vient de la mafia. Bon, mais les gens de la mafia sont des pourris, il n'y a pas grand-chose à en attendre, on est bien d'accord. Moi, je croyais au départ que la mafia italienne utilisait Steven Seagal pour vanter un peu les immigrés catholiques italiens au sein de la culture américaine et pour balancer un peu les histoires de la CIA. Je doute que ce soit ça en réalité. Je pense que c'est un chassé-croisé de remplacement politique de lignes au niveau de la CIA et que, si vous voulez, on critique l'ancienne ligne des types de la CIA, de la torture et des trafics de drogue parce qu'on veut s'y substituer. Voilà. Et je pense que sinon, ça ne sortirait pas à Hollywood. Il n'y a aucune raison que dans Nico, on balance comme ça qu'il y ait des types à la CIA qui pratiquent de la torture et qui se livrent au trafic de drogue et qui sont en parallèle de l'agence, si vous voulez. Le film Above the Law, il est un peu particulier. Hein, mais en fait, il faut voir ça comme un jeu interne, une lutte interne au sein des mouvements américains et des services secrets de remplacement de ligne. Hein. En 88, le président, c'est Reagan. Et après, ça sera George Bush, mais il y a aussi l'héritage de Carter. Donc, il faut voir le chassé-croisé entre démocrates et républicains et ce que ça donne au niveau des services secrets et de qui veut se rapproprier quoi. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand même, le personnage de Steven Seagal dans les films des années 90, c'est un Italien catholique. Hein, et qu'en plus, il le vante. Vous n'avez pas... Hé là. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Laissez-le-moi, celui-là. Mais ça va pas la tête? Vous n'avez pas le droit, bande de pédés. À moi que tu parles? Oui, pour qui tu te prends, toi, hein? Tu t'éclates à frapper les gonzesses, c'est ça? Hein? Eh ben frappe-moi, sale con. Oui, c'est ça, d'accord, monsieur. Moi, pour une terreur, des terreurs comme toi, j'en prends tous les matins à foirer. Ta femme, je la pèse, ta mère, je la... Sale rital, fils de pute! Salut, Samy, ça va? Mais qu'est-ce que tu fous là, connard? T'as toujours ta coiffure de gonzesse? Gino! Ça va, toi? Ça va. Ça baigne? Ciao, Frankie. Ciao, Gino. Je suis désolé pour te dire. Gino. Ti bacio le mani, Vittorio. Gino, che Dio te benedica. Frankie, café. Gino, mes sincères condoléances. Du fond du cœur. Ma Ricci è un pazzo. E anche usava bagno sempre. Il l'a tué sous les yeux de sa femme et de ses filles. C'est inhumain. Pire que ça. È un animale, un cornuto di bestia. Ma questo cornuto è con te. Ce n'est pas un des nôtres. È vero? Gino, tu me connais. Jamais je ne laisserai un de mes gars faire ça. Si c'est toi ou un type de chez vous qui arrête ce salaud, qu'est-ce qu'il prendra? 20 ans au maximum? Peut-être avec un peu de chance. Gino, ce type est une honte pour moi. Et pour toi. Il a tué un innocent devant sa famille. Et sur mon trottoir. Tu connais nos lois. C'est à nous de régler ça. Et je te promets que je lui ferai payer le prix du sang qu'il a versé. Io ti rispetto sempre, Don Vittorio. Ma ça n'empêchera pas que, si je le retrouve avant vous, c'est moi qui m'occuperai de lui. Io lo saccio, Gino. C'est assez particulier parce qu'on est dans une culture anglo-saxonne qui en général n'est pas très portée sur le respect des catholiques, ni italiens, ni irlandais. Bon, bref, c'est pour ça que je me suis demandé si la mafia la faisait pas à l'envers, si vous voulez, au système hollywoodien, mais je me fais pas beaucoup d'illusions à ce niveau-là. J'ai un doute. Voilà. J'aurais vraiment un doute parce que, bon, voilà. Les nassaux qui ont essayé de faire chanter Steven Seagal. Alors, Steven Seagal, qu'est-ce qu'on peut dire de Steven Seagal? C'est un personnage particulier. Il fait quand même penser en partie à un imposteur qu'on voit dans les films de Jean-Claude Van Damme, là, le Bloodsport, Dux, Frank Dux. Hein. C'est un espèce de charlot qui se prétendait
maître en arts martiaux et qui était agent de la CIA. Il a prétendu qu'il avait fait des tas d'opérations secrètes et c'était un pipoteur, quoi. Il y a quand même ce folklore-là chez Steven Seagal. Je ne dis pas que Steven Seagal est aussi autant un Charlot que le type, la Frank Dux, que dans Bloodsport, on fait croire qu'il a gagné je ne sais plus combien de dizaines et de dizaines de combats de suite dans un même tournoi, qu'il a tous les records. La fin du film de Bloodsport, il faut voir les records à la fin qui nous balancent comme ça, c'est ridicule. Hein. Ce film est tiré de faits réels de la vie de Frank Dux. De 1975 à 1980, Frank Dux a livré 329 combats. Il s'est retiré invaincu avec le titre de champion du monde de full contact, catégorie poids lourd. Monsieur Dux détient toujours 4 records du monde. La plus rapide victoire par KO, avec 3 secondes de dixième. Le plus rapide coup de poing avec KO, avec 1/12 de seconde. Le plus rapide coup de pied avec KO, avec 115 km/h. Le plus grand nombre de KO consécutifs dans un même tournoi, avec 56 KO. Par ailleurs, Monsieur Dux a fondé la première école de ninjitsu aux États-Unis, le Dux Ryu. Mais bon, voilà, Bloodsport, Van Damme, qui se prostitue aussi pour la mafia juive à Hollywood avec Globus Golan, là, le producteur, là. En fait, il joue le personnage de Frank Dux, Van Damme. Bon, au départ de son épopée, hein, Van Damme fait une erreur, il va se paumer aux États-Unis. Il veut à tout prix travailler au sein d'Hollywood et il supplie Menahem Golan, qui est un producteur juif pro-israélien, de lui donner du travail. I was sitting with my wife in a French restaurant, and here comes one of the waiters, a handsome young man, holding 2 plates of soup. And he says to me in French, "Vous êtes Monsieur Golan?" I said, "Yes, I'm Golan." He picked up his foot, right foot, and he rubbed my head. The soup did not move. I kick above his head, and he give me, "My friend, tomorrow come to my office, we'll talk you and I business." And I go to his office, and I try to provoke some sorts of dialogue. And I took my shirt, my jacket, and I show, I've got muscle. I can do the split. So I take a chair, I pull back for the vision, I go, wow, in the split position. I can be a fighter, write everything for free. He said, Van Damme, maybe I gave too much. Sit down. Michael Dudakov is a star. What can I do with the split? The muscle. I need acting. Sorry. I go, Menahem, please, may not get to... I was like, I break down. And he looked at me like, with this big heart, like, don't go next to me like this. Sit down, okay. And he see me, like, I'm so sorry, I'm sorry if I cry, I'm fucking sorry. And then he think, Karin, bring me Bloodsport. And she come and he go, you want to be a movie star? I'm gonna make you a movie star. Bon, Menahem Golan, au départ, il n'a rien demandé, mais il va intégrer Van Damme dans son rapport au monde, qui est pro-israélien. Et donc, il va proposer à Jean-Claude Van Damme le premier rôle dans Bloodsport, et qui est d'interpréter le personnage de Frank Dux. Frank Dux est un juif canadien dont les parents seraient réchappés de la Shoah.
il a des liens, ça ressemble beaucoup au profil de Seagal, Frank Dux. Il prétend avoir été un agent de la CIA envoyé sur des théâtres d'opération. Il se part de titres qui n'existent que dans sa tête. Et bon, finalement, Van Damme se retrouve à interpréter un héros juif sioniste. Et dans le film Bloodsport, justement, il va se battre contre une caricature de Saddam Hussein qui s'appelle Sadiq Hussein. You come upstairs with me for an interview. Like hell, let go of me. You want Hussein, no? No, Hussein is an asshole. What did you call me? You want me to spell it out for you? Leave the girl alone. He's the American shithead who makes tricks with bricks. Guess the Kumite starts one day earlier this year, huh, fellas? Look, guys, let's all just calm down, okay? She's coming with me upstairs. Donc on voit bien que c'est pas un hasard si ces choses-là se produisent, c'est parce que Menahem Golan, qui est un juif pro-israélien, est à la tête d'une société canon et d'un groupe Globus Golan qui fait de la propagande pro-israélienne et qui se sert d'Hollywood pour les intérêts de sa communauté juive sioniste. Low-budget, highly commercial action films are Cannon's stock in trade. Critics call them exploitation movies, pandering to the lowest cinematic taste. Cannon was my favorite film company as a kid. When we saw that logo of those steel seas coming together, they were like, oh, it's a Cannon movie, it's going to be awesome. You knew there was going to be guns, you knew there was going to be chicks, you knew there was nudity, there was violence. Cannon was synonymous with awesome in the 80s. There was no other film label that did that. Et Van Damme, qui est au départ de culture catholique belge, se retrouve déporté dans une culture protestante, les États-Unis, majoritairement, et qui est un golem d'Israël. Donc il va se mettre au service d'une propagande pro-israélienne et anti-arabe pro-palestinienne. Alors, en 88, c'est Reagan, le président des États-Unis, le directeur de la CIA, c'est George Bush le père, qui va devenir le président en 89. Et en 90, il y aura la guerre en Irak. Donc on voit bien que la caricature d'arabe dans le film Bloodsport induit ce qui va se passer dans le futur. Fast forward again to August 2nd, 1990. Iraq attacks Kuwait, claiming the Kuwaitis are slant drilling into Iraq's oil fields. U.S. President George Herbert Walker Bush pushes for a land war against Iraq. But polls show the U.S. public is split 50-50 on that idea. Then comes this eyewitness testimony before a congressional committee from a 15-year-old Kuwaiti girl. The claim is she cannot be identified for fear of reprisals. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, and left the children to die on the cold floor. The U.S. public is outraged. The result? Support for land war zooms. It's a turning point. Desert Storm is launched. 135,000 Iraqis are killed. An estimated 1 million Iraqis, many of them children and old people, then die as a result of 10 years of sanctions. One small problem. There never were any incubator baby deaths. Not one.
The Canadian Broadcasting Corporation's investigative flagship program, The Fifth Estate, reveals the girl to be the Kuwaiti ambassador's daughter, given her lines and coached in acting by the giant American PR firm Hill & Knowlton. It's one phase in a $10 million joint U.S.-Kuwaiti campaign of deception. This man is lying. I myself buried 14 newborn babies that had been taken from their incubators. This man is lying. And they had kids in incubators, and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. There were a lot of people who participated in a conspiracy. Yes, an out-and-out conspiracy of fake organizations, false documents, fraud, and disinformation. So, if a new man named Bush is in the White House and helps engineer a brazen deception in order to achieve global geopolitical goals, as well as domestic and personal ones, it wouldn't be a first, would it? Le fait que Hollywood soit tenu par des juifs sionistes consiste finalement à manipuler l'inconscient collectif au profit d'Israël. Voilà. J'ai toujours dit, Van Damme, il représente quand même l'Européen qui fait le grand écart dans le mauvais sens. Il poursuit la connerie de Lindbergh, là, mais il le fait du côté européen vers les États-Unis. Bon, voilà. J'avais fait une analyse du personnage de Van Damme, le grand écart, la symbolique, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire le point de jonction au service du mauvais côté. Mais il faut savoir que chaque acteur correspond à un mouvement politique. Par exemple, Schwarzenegger, c'est le parti républicain, les Bush. Et puis d'autres acteurs, c'est peut-être plus Clinton. Voilà, il faut regarder un peu. Et donc, je disais, Steven Seagal n'est pas autant un charlot que Frank Dux. On voit qu'il a cette espèce de filiation avec la CIA, la police, maître en arts martiaux, de l'aïkido. Beaucoup de gens se foutent de sa gueule là, sur beaucoup de points. Je ne crois pas qu'on puisse se moquer de lui sur son niveau en arts martiaux. Maintenant, effectivement, ça reste que des acteurs, mais il a quand même une formation, on voit, de policier, ce genre de choses. Et il n'est pas complètement nul. Et il a même un point de vue politique qui, parfois, dans le côté, comment dire, ouais, c'est pas complètement du nationalisme, on va dire, mais il a un point de vue qui est loin d'être idiot sur certains points. Pop stars, sports stars and religious leaders, even a former Hollywood action hero. Why do you support Vladimir Putin, Mr. Seagal? I can't answer questions that stupid. Yeah, sorry. Why is it a stupid question? It's just an open question. I think it's pretty stupid, and I think you know the answer. C'est un personnage particulier, Seagal. Un cheval entre plusieurs trucs. Parfois, on a l'impression que c'est vraiment un bouffon, un imposteur, et de l'autre côté, il est vachement compétent sur certains points et il y a une certaine profondeur. Bon, après, il ne faut pas être dupe. Quand Hollywood se sert d'un personnage, c'est pour faire la promotion d'un courant profond, et ces courants profonds sont tous pourris. Donc Seagal a certainement est certainement le représentant d'un de ces courants à un certain niveau. Voilà. Il est plusieurs choses. À la fois, pour moi, certainement un imposteur, un bouffon sur certains points, et de l'autre côté, beaucoup plus de profondeur que ceux qui se foutent de sa poire en général. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, bon, pour le personnage là, de Félix Rodriguez, je pense que le personnage de Zagon, c'est de Félix Rodriguez dont le film parle. Parce que ça correspond. C'est un peu caricatural, mais quand même. Et alors, pourquoi Zagon? En fait, pour comprendre Zagon, parce qu'ils ne prennent pas les noms par hasard, il faut comprendre l'histoire du Captagon en Ukraine, qui était envoyé pour galvaniser les troupes, si vous voulez, les mercenaires et les soldats. Il faut savoir qu'au Vietnam, ils ont fait tout un tas de tests de drogue pour augmenter, si vous voulez, la capacité de nuisance et d'efficacité des soldats.
Alors, il y a un film qui parle de ces expérimentations, c'est l'échelle de Jacob. Every day, Jacob Singer goes to work. What's wrong? It's one of those days. And every day, he wonders what is happening to him. Maybe it's the pressure, Jake. They're like demons, Jess. They weren't human. What were they, Jake? Let me look at your hand. You have a very strange line. See, according to this, you're already dead. Something's wrong, Jake. They're coming after me. I don't know who they are or what they are, but they're gonna get me, and I'm scared, Jake. I've seen them too. Maybe the demons are real. It's running 106 feet. This is barbaric. I can get rid of the demons. Who are you? I can block the ladder. Where are you taking me? Where am I? Where do you want to go? Home. This is your home. You're dead. I'm not dead. What are you then? I'm alive. Ce film est intéressant, l'échelle de Jacob, parce qu'il aborde justement un type qui est complètement perturbé parce qu'il a le souvenir, quand il était au Vietnam, de ses expérimentations. C'est-à-dire qu'ils ont pratiqué des choses horribles au Vietnam. Hein. Ils ont enfermé des gosses dans des cours, ils les ont drogués, ils les ont laissés se massacrer entre eux. Hein. Ils ont testé sur les populations des tas de choses. Et c'était dans l'optique de développer effectivement les capacités militaires des soldats. Et donc, Zagon, ça renvoie certainement à ces drogues pour galvaniser les troupes qui aujourd'hui se retrouvent dans le Captagon, hein, en Ukraine. Le film Above the Law, c'est un ovni dans le sens qu'il expose en partie, hein, pas tout effectivement, c'est pas, attendez, c'est quand même pas un super grand film. Hein, je veux dire, avec à voir la fin, un peu. On peut se foutre de la gueule de comment il tue le méchant à la fin. Mais... Toscani a près de toi à faire de beaux rêves. Tu aurais dû me tuer quand t'en avais l'occasion. Je crois qu'au fond, t'es encore plus con que je ne le croyais. Jack, attention! Parce que ça aborde effectivement ce trafic de drogue et ces réseaux occultes de la CIA, ces choses-là au Vietnam. Voilà. Mais ça s'est prolongé aujourd'hui. Et vous rappelez, vous regardez, la guerre du Vietnam, c'est quand même dans la guerre froide, dans l'opposition avec l'URSS. Mais aujourd'hui, la trame de l'assassinat de Kennedy, dont j'ai dit qu'il voulait arrêter la guerre froide et qu'on l'a assassiné en partie pour ces raisons, se retrouve dans la poursuite du conflit en Ukraine contre la Russie, avec les mêmes trafics de drogue et les mêmes types de personnages dégueulasses un peu, hein, que Félix Rodriguez, l'anticastriste qui ment dans l'interview de Tucker Carlson en prétendant que Castro serait derrière l'assassinat de Kennedy, ce qui est un mensonge complet. On sait qu'Oswald a demandé, quand il était au Mexique, un passeport cubain qui lui a été refusé par l'ambassade cubaine. C'est que parce que Oswald était un agent de la CIA, ils ont essayé de le faire passer pour un agent russe. Mais les Russes étaient de côté communiste et en Amérique du Sud, les gens n'étaient pas complètement dupes non plus. Donc, il y a toujours cette haine des filières d'exilés cubains anticastristes qu'on retrouve en Floride. Ce n'est pas par hasard que je vous ai mis l'image de DeSantis qui
remet une médaille à Félix Rodriguez. La communauté des exilés cubains anticastristes et ces gens-là n'attendent qu'une chose, c'est de retourner à Cuba et de reprendre certainement, de remettre leur bordel et leur casino et de refoutre le bordel comme avant Castro, si vous voulez. Donc, ces gens-là attendent toujours de retourner à Cuba. Et on voit bien qu'ils sont le gouverneur de Floride, la Ron DeSantis, quand il décore Félix Rodriguez, on voit bien en réalité qu'aux États-Unis, que ce soit Trump ou tous les autres, même s'il y a un relief chez Trump ou DeSantis notamment, sur DeSantis, il a un côté positif dans le rapport au Covid et aux vaccinations. Mais on voit bien que dans le fond, c'est toujours... les Américains ont été éduqués à l'anti-Russie, à l'anticommunisme, par des films comme Aube Rouge, avec... ils sont dans l'hystérie paranoïaque, dans le délire inversé. What's going on here, my friend? This is the emergency broadcast system. We are under attack by conventional forces of the Russian army. It is believed the lead waves were disguised as commercial charter flights. Communications have broken down with other parts of the country. Large areas of the Midwest may have been overrun. They know who all of you are. They're looking for you. You're 40 miles behind enemy lines. I just want to go home. They took a lot of people away. Where's my dad, Mr. Eckert? One of us loves somebody, Andy. I'm gonna die before it happens. George! They're gonna kill us! All of us! So why should we be different? Because we live here! Not bad for a bunch of kids, huh? Mama'd be real proud. Tous les films que je mets là, de Léviathan à Virus, tous ces films-là relèvent de l'aliénation anti-russe, hystérique, paranoïaque, si vous voulez. Et quand DeSantis décore Félix Rodriguez, anticastriste, et ce genre de choses, on voit bien qu'on a affaire chez les Américains, avec leur psychisme inversé et leur mimétisme inversé, toujours, si vous voulez, à la même mécanique. Voilà. Et les mouvements d'exilés cubains de Floride ont beaucoup d'influence. Voilà, il faut le savoir. Regardez la femme de Trump, Melania Trump. Son père était un colonel dans l'URSS qui est passé à l'Ouest. Voilà. Il y a toujours un mimétisme. Voilà. Après, le relief de Trump, on peut en parler. Il a des origines allemandes, écossaises, et ça, effectivement, c'est un atout. Trump, ça veut dire atout, hein, je crois, en anglais. Dans l'opposition à l'Angleterre directe, dans l'opposition relative du monde anglo-saxon, mais toujours au sein de la Green Machine, malheureusement. Voilà ce qu'on peut dire pour l'interview de Tucker Carlson qui, après avoir fait preuve d'un peu de courage et d'avoir essayé d'ouvrir un peu la piste, a retropédalé en interviewant des types qui étaient du côté des anti-Kennedy, quoi, si vous voulez. Félix Rodriguez, c'est vraiment les filières de Frank Sturgis. So you're saying Ruby was working for the KGB? Ruby was working for the Cuban intelligence service. The Cubans.
Yes, sir. You know that to be a fact? Yes, sir, I do. Soon after the assassination, Sturgis says the CIA and FBI brought evidence to President Lyndon Johnson, suggesting the Soviet Union was involved in JFK's murder. That the Soviet Union, through the KGB, successfully assassinated the President of the United States with the help of Fidel Castro and got away with it. Yes. That's exactly what I'm saying. Sturgis told me he wants his story out because he himself has been accused of having something to do with the assassination. He says he is tired of hearing lies. De tous ces anticastristes tenus notamment par Nixon et l'opération Alpha 66 dans les tentatives d'assassinat de Castro, si vous voulez. C'est eux qui détestaient Kennedy pour l'histoire de la baie des cochons et qui se sont retournés contre lui, qui ont été utilisés contre lui. He was scared because Khrushchev says, don't do this or we're going to do that. You know, so he didn't do it, and he deserted the Bay of Pigs. I was involved in the Bay of Pigs. Got a lot of people, friends of mine, that were killed in the Bay of Pigs. And I resent that. Don't play political games with me. I'm a military man. I'm a soldier. I go fight. But damn it, if I risk my ass out there and I'm getting shot at, I don't want some stupid-ass politician to go ahead and make deals behind my back where my people or maybe myself are going to get killed. I don't like that. Alors bien sûr, derrière la trame, c'est le projet Windsor-Rothschild du globalisme avec le grand Israël, effectivement, critiquer le nucléaire israélien, arrêter la guerre froide, c'est enrayer la mécanique, vouloir faire payer des impôts en plus à des familles établies depuis longtemps et dominatrices sur le territoire, de vouloir donner des droits aux Noirs, Bon, voilà, Kennedy était jeune, il était beau, il était séduisant, il plaisait beaucoup aux femmes. Ça changeait quand même de l'assise poussiéreuse et vissée, si vous voulez, des vieilles familles établies protestantes. Voilà. Maintenant, effectivement, Kennedy, même s'il avait des qualités avec une certaine lucidité par l'éducation que son père lui a donnée sur le national-socialisme économique, notamment, il avait quand même une inclinaison que l'extrême droite a identifiée comme sympathisant pro-communiste. Voilà. Et il y a tout un tas de facteurs chez Kennedy qui fait qu'il s'est retrouvé avec tout le monde à dos. La véritable question dans l'assassinat de Kennedy, encore une fois de plus, c'est qui n'a pas participé. Ils y sont tous. Le FBI, la CIA, les juifs pro-israéliens, les militaires du nucléaire, les types du Ku Klux Klan, l'Angleterre, la mafia juive, la mafia italienne, la police de Dallas, le maire de Dallas, le gouverneur du Texas, les milliardaires du pétrole. Il n'avait pas beaucoup de chance de s'en sortir, on va dire. Et puis, évidemment, son frère, c'est pareil, Martin Luther King, Malcolm X, tout ça, c'est la même époque et le même genre d'assassinat. Et aujourd'hui, tout s'est inversé, mais dans la même direction, ça a été repris par l'extrême gauche, Biden, qui fait exactement la même chose, en copie négative inversée. On ne fait plus d'émeutes contre les Noirs, on fait des émeutes contre les Blancs. C'est toujours naissance d'une nation, c'est toujours le Nord contre le Sud. Sauf qu'il n'y a plus de Ku Klux Klan, maintenant c'est Donald Trump contre Biden.
toujours la même histoire. Par contre, c'est toujours au profit du projet du Grand Israël, hein, avec plus ou moins de relief selon les uns et les autres. Voilà.